Bonjour les secondes 2. Bah, écoutez, avant de commencer, permettez-moi de vous souhaiter une très belle année, hein. J'espère que 2021 permettra de revenir à un fonctionnement un peu plus normal que ce que vous vivez depuis plusieurs mois, hein, en fin d'année dernière, en fin d'année scolaire dernière, j'imagine, et depuis la rentrée à Anchin. Donc j'espère que les conditions sanitaires vont s'apaiser et vont vous permettre de suivre sereinement la suite de l'année. Mais bon, il y a pas que l'école non plus dans la vie, hein, donc j'espère que 2021 sera aussi l'occasion pour vous de connaître plein de petits plaisirs et pourquoi pas des grands bonheurs. Donc une très belle année à vous. Alors, on va rentrer dans le dur, hein, quand même tout de suite. Je vous avais dit, hein, avant l'année dernière, on peut dire maintenant, hein, avant les vacances, que j'avancerai dans le dernier chapitre, enfin dans la dernière partie du chapitre qu'on était en train de faire sur la Méditerranée au Moyen Âge, pour pouvoir à la rentrée démarrer un nouveau chapitre. Donc on a vu, hein, je vous rappelle, dans ce chapitre sur la Méditerranée au Moyen Âge, on a vu dans la première partie, on a présenté chacune des civilisations avec ses caractéristiques, ses points communs, ses différences. On a vu dans la deuxième partie que ces trois civilisations s'affrontaient entre elles et des fois s'affrontaient même au sein de la même ère de civilisation. Et maintenant, on va voir dans une troisième partie que, en même temps qu'ils sont capables de se battre à certains endroits, ils sont aussi capables de s'entendre à d'autres. Donc c'est vraiment pour cela que la Méditerranée, à cette époque-là, au XIIe siècle à peu près, hein, est vraiment un espace étonnant, puisque, je vous dis, on peut à la fois s'affronter, se mépriser, et en même temps cohabiter et faire du commerce pour voilà, essayer de s'enrichir. Alors, vous voyez, trois civilisations qui nouent des relations commerciales et culturelles, hein, donc il n'y a pas que du business, hein, on va avoir aussi des échanges culturels. Et donc, premier point, on va voir un peu le business quand même, hein, donc la circulation des marchandises en Méditerranée. Alors, pour cela, je vous invite à aller voir dans votre bouquin. Alors, j'ai mis page 70, 79, mais comme je sais qu'on n'a pas forcément la même édition, je ne suis pas sûr que ça soit ces pages-là pour vous, mais regardez, hein, plutôt que me dire dans 3 jours, bah non, on ne l'a pas fait parce que les pages que vous nous avez indiquées, ce n'est pas les bonnes. Bah, regardez dans le chapitre sur la Méditerranée au XIIe siècle, où se trouve la double page sur Venise. Alors, à mon avis, si ce n'est pas ces pages-là, ça ne doit pas être très loin. Donc vous regardez un petit peu avant, vous regardez un petit peu après, vous regardez dans le sommaire du livre et vous allez trouver cet intitulé-là, Venise, grande puissance maritime et commerciale, et voilà, vous aurez des documents. Alors, vous avez différentes questions qui se trouvent sur le livre que je vous ai mis là, hein. Relever les types d'activités présents dans la ville de Venise, relever l'origine principale des étrangers que l'on croise à Venise, comment sont-ils perçus. Donc vous essayez de répondre, hein, au crayon de bois peut-être ou sur une feuille de brouillon à ces questions. Il faut commencer à vous habituer, hein, même si on l'a déjà fait en DS, mais voilà, il faut continuer de s'entraîner à répondre à des analyses, à essayer de faire des analyses de documents. Question 3, quel rôle joue Venise en Méditerranée? À chaque fois, vous avez les indications, hein, des documents sur lesquels il faut regarder. Et puis, vous avez à la fin deux petites questions un peu plus, peut-être qui demandent un peu plus de réflexion. Essayez de les faire aussi, parce que là, voilà, vous faites pas, c'est vous qui voyez, hein, mais c'est un entraînement, puisque la prochaine fois, ce type d'exercice que je vais vous demander de faire, alors comme d'habitude, j'en ramasserai certains. Donc là, je ne ramasse pas, mais à l'avenir, je ramasserai. Donc faire un petit paragraphe argumenté qui répond à la question. Ou alors deuxième option, hein, il y a le parcours 2 dans cette double page, montrer que Venise est une puissance maritime et commerciale, hein, et le montrer sous la forme d'une carte mentale, donc d'un petit schéma, hein, des cases, des flèches, vous essayez d'établir des liens, des thématiques, voilà. Donc vous essayez. On en reparle en fin de semaine quand on fera notre petit point visio.
Et puis, voilà, ça on corrigera bien évidemment. Et puis, bah, voilà, ça peut vous faire un bon entraînement, puisque la prochaine fois, je vous dis, là, j'évaluerai. Donc voilà pour ce qu'on peut dire de Venise. Alors, je ne sais pas que je vais pas vous donner les réponses, mais là, dans l'avancée du cours, vous allez donc avoir forcément des éléments. Alors, quand on parle de business en Méditerranée, quand on parle de commerce, hein, à cette époque-là, il faut tout de suite avoir une ville à l'esprit, c'est Venise. Alors Venise, c'est une très belle ville, hein, peut-être certains ont déjà eu la chance d'y aller, hein, on la qualifie maintenant de ville des amoureux, hein, parce que c'est vrai que ça a un cachet vraiment particulier, hein, peu de villes ont cette atmosphère-là où on est à la fois entouré d'eau, quasiment sur l'eau, et vraiment donc dans un paysage vraiment original, avec ces petits canaux, les barques, tout ça c'est très beau, mais à l'époque c'était pas l'objectif, c'était pas de faire beau, hein, c'était en fait un port, Venise, et c'était ce qu'on appelait, vous voyez, une république maritime. Donc c'était une ville-État, hein, déjà, c'est-à-dire que Venise était un pays à lui tout seul, hein. Donc c'était pas très grand. Mais c'était un État avec ses propres frontières. La ville, c'était un État, comme par exemple Monaco, actuellement, c'est une ville-État. Bah, Venise, c'était déjà le cas à l'époque. Donc c'était une république, hein, il y avait pas de roi, il n'y avait pas de nobles, hein, qui contrôlaient la ville. C'était un petit nombre de personnes, ce qu'on va appeler une oligarchie. Alors, oligarchie, je pense qu'on ne l'a pas encore vu quand on a développé, quand on a parlé notamment sur Athènes des différents types de pouvoirs. Et je vous ai parlé d'aristocratie. Bah, c'est la même chose. L'oligarchie ou l'aristocratie, c'est en fait le pouvoir, vous voyez, est donné aux meilleurs, hein. Donc c'est un petit groupe de personnes, comme il y avait les stratèges par exemple à Athènes. Bah là, vous avez les meilleurs. Alors c'est quoi les meilleurs généralement? Bah, souvent c'est les plus riches, hein. C'est pour ça que l'oligarchie, on l'appelle souvent l'aristocratie, parce que l'aristocratie, c'est voilà, la catégorie la plus riche, hein, parmi lesquels on va chercher les gens qui vont diriger. Donc, oligarchie, aristocratie, c'est vraiment le même principe. Donc, un petit groupe de personnes qui vont contrôler Venise. On les choisit, on vote pour eux parce qu'on les considère comme étant les meilleurs. Ils sont les meilleurs pourquoi? Parce que généralement, c'est les plus riches, ça veut dire qu'ils ont le mieux réussi. Donc, s'ils ont réussi leur vie, qu'ils sont devenus très riches en faisant du business, par exemple, on se dit qu'ils sont capables de bien gérer la ville aussi. Donc, c'est une ville qui est très riche à l'époque, hein, qui fait beaucoup de commerce, et vous allez voir qu'il ne rate aucune occasion d'essayer de s'enrichir, quitte des fois à ne pas être très réglo avec ses partenaires commerciaux. Alors, comment cette toute petite ville, hein, a mis en place une espèce de souvenez-vous, on a parlé au moment d'Athènes, on a parlé aussi de puissance maritime, hein. Donc c'est à peu près la même chose. C'est une ville qui est tournée vers la mer, hein. Et donc elle a installé dans des pays étrangers aussi, elle a négocié, hein, avec des villes, des pays. Oui, je reviens à se chercher, ça ne me revenait plus. On a parlé de thalassocratie, hein, avec Athènes. C'est le même principe, hein. C'est un peu une thalassocratie, Venise. Elle assoit son pouvoir sur la mer, hein, elle joue son avenir sur la mer, elle joue voilà, ses échanges commerciaux avec la mer. Donc elle met en place des comptoirs. Des comptoirs, alors c'est pas, attention, hein, on n'est pas au café sur lesquels on pose les verres de bière, hein, et les tasses de café. C'est en fait un comptoir commercial, bah, c'est un petit morceau de port, hein, ça peut être simplement un quai avec un entrepôt, hein, et on négocie ça avec les pays étrangers. Voilà, si je vous paye autant par an, est-ce que je peux avoir voilà, un entrepôt et puis un quai où mes bateaux ils peuvent s'arrêter, stocker dans l'entrepôt, vendre mes produits, en acheter d'autres, et puis les remettre dans les bateaux et partir. Donc c'est voilà, c'est un petit espace qui est concédé à d'autres puissances pour pouvoir échanger. Donc ils en mettent partout en Méditerranée, hein, ils négocient avec tout le monde pour avoir des petits bouts comme ça de port, et ainsi, comme ça, ils peuvent
aller de port en port pour faire du commerce, acheter des produits locaux, vendre les leurs et ensuite vendre plus loin les produits qu'ils ont achetés. Et donc c'est devenu vraiment la grande puissance qui circule dans toute la Méditerranée pour faire des échanges. Elle échange, vous voyez, même donc avec la Grèce, même, surtout avec l'Empire byzantin, on en reparlera tout à l'heure. Pourquoi Venise est devenue à ce moment-là vraiment une énorme puissance, hein, parce que je vous l'ai dit, hein, c'est une ville qui est tournée vers la mer, hein, elle est dans une lagune, hein, elle est quasiment directement implantée sur la mer. Hein, vous sortez de Venise, vous êtes dans la mer Adriatique. Donc voilà, c'est le seul horizon possible, hein, c'est la mer. Donc, euh, très rapidement, ils ont développé une activité portuaire intense, hein, c'est pour ça qu'on parle d'arsenal. Hein. Un arsenal, c'est un port où on fabrique des bateaux, on répare les bateaux. C'est aussi, hein, Venise, c'est une des puissances qui construit le plus de bateaux. Et puis, elle négocie, je vous dis, des comptoirs, hein, mais aussi des privilèges. Elle en a obtenu un de l'empereur byzantin. Une fois, souvenez-vous, on avait vu que l'Empire byzantin, il était un peu pris en sandwich là, entre les musulmans, entre les catholiques. Et donc, les Byzantins sont régulièrement attaqués par les Turcs. Et une fois, les Vénitiens, les habitants de Venise, sont venus à leur secours et les ont aidés à gagner la bataille. Et du coup, ils en ont profité pour négocier avec l'empereur, hein, Basile, hein, le Basileus, hein, orthodoxe, de dire voilà, vous voyez, grâce à nous, vous avez gagné cette guerre, ben, écoutez, on peut négocier ça plutôt que, comme vous n'êtes pas forcément très peuplé, vous n'êtes pas forcément très grand, vous n'avez pas une grande armée, et ben, ce que vous pouvez faire, c'est louer nos services. Donnez-nous de l'argent et nous, on va assurer votre défense. Alors l'empereur, il a trouvé ça très chouette, hein, parce qu'à cette époque-là, ils avaient encore pas mal d'argent. Donc il a dit, bah ouais, dans le fond, plutôt que voilà, de perdre de l'argent et du temps à former des, des, des gens, des Byzantins à faire la guerre, autant confier ça à des professionnels, on va leur filer de l'argent et c'est eux qui vont nous défendre. Bon, ça sera une grossière erreur, on en reparlera tout à l'heure. Donc voilà, Venise, vous voyez, du coup, ben, voilà, gagne des avantages à droite, à gauche, hein, multiplie les compagnies commerciales avec lesquelles voilà, ils signent des contrats je dis, avec d'autres pays, avec d'autres villes, pour faire des échanges, pour avoir des comptoirs, etc. Donc c'est vraiment la ville qui va maîtriser le commerce dans la mer Méditerranée à ce moment-là. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, la grosse erreur, c'est un des points qui va entraîner hein, vraiment le grand affaiblissement de l'Empire byzantin. Si on revient un peu sur les croisades, hein, souvenez-vous, hein, ces affrontements entre les chrétiens et contre les musulmans pour obtenir les terres saintes. Hein, eh ben, je vous avais dit hein, que, mis à part la première croisade qui avait permis de créer des terres, des territoires latins, hein, les États latins, qui étaient contrôlés par des seigneurs catholiques, rapidement, hein, notamment avec la notion de djihad, hein, souvenez-vous, et donc le leader musulman Saladin qui a réussi à unifier un peu les peuples musulmans et à se battre ensemble pour mettre dehors les catholiques hein, qui avaient pris ces terres, ce qu'il a réussi à faire. Les autres croisades, deuxième, troisième, quatrième et ainsi de suite, parce qu'il y en a eu encore après, bah, se sont toutes soldées par des échecs, hein, plus ou moins, pour les catholiques. Et une fois, bah, notamment la quatrième, bah, les Vénitiens qui voilà, fournissaient, louaient des bateaux hein, pour emmener les soldats catholiques sur les États latins, sur les terres saintes, hein, ben, qui voyaient bien que voilà, cette croisade n'avait pas rapporté grand-chose, hein, ont fait un petit crochet par Byzance hein, et ont pillé la ville pour ne pas revenir bredouille, on va dire, de leurs expéditions à l'extrême est de la Méditerranée. Donc, et comme ben, Byzance n'avait pas de défense, puisqu'elle avait confié sa défense à Venise,
Venise n'a eu aucun mal à envahir la capitale, à aller piller les richesses et puis à repartir. À partir de là, ben, ça a été fini les relations entre Venise et Byzance, mais en tout cas, ça a considérablement affaibli l'Empire byzantin. Voilà. Alors voilà, vous avez une carte ici hein, qui vous montre un peu tous ces comptoirs, hein, tous ces points que vous avez là le long des ports, enfin le long des côtes. Hein, voilà, ce sont des comptoirs mis en place par Venise. Vous avez un peu, vous voyez, les principaux ports. On y voit aussi, vous voyez, dans les cadres, les produits qui sont échangés. Donc plus on va vers le nord ici, on a du blé, de la fourrure, mais il y a encore du trafic d'esclaves, hein, malheureusement. Plus on va vers l'est, plus on a des produits un peu exotiques, épices, ceintures, pierres précieuses, soie. Hein, vers le sud, vers l'Afrique, on trouve de l'or, de l'ivoire, mais là aussi des esclaves, ce qui est pareil aussi pour l'Afrique du Nord ici. Vous voyez, nous, l'Occident, je vous avais dit qu'on était un peu moins développé que les autres, c'est un peu plus, vous voyez, les produits qu'on vend sont peut-être un peu moins, un peu plus rudimentaux, hein, draps, bois, métaux, armes, cire. C'est pas des fourrures, c'est pas de la teinture, c'est pas des pierres précieuses, c'est pas de la soie, c'est pas de l'ivoire ni de l'or. Donc voilà. Mais voilà, comme je vous avais dit, hein, on verra en conclusion, c'est quand même cet espace-là qui petit à petit va influencer de plus en plus cet espace méditerranéen. Et donc vous avez Venise hein, qui est ici, qui est un peu alors pas en position centrale dans la mer, mais qui a un peu une position centrale dans cet espace méditerranéen et qui voilà et commerce, vous voyez les routes commerciales qui sont maîtrisées par Venise et qui quadrillent un peu toute la Méditerranée et ça va même jusqu'en Angleterre. Donc en Méditerranée, les trois civilisations s'échangent des produits agricoles, des étoffes, des matières premières, des esclaves. Ces produits circulent sur des bateaux reliant les grands ports, Venise, Constantinople, Alexandrie, donc en Égypte, Barcelone, en Espagne. Et donc les trois civilisations, bah, finalement, vous voyez, échangent entre elles. Donc on peut se battre ici. Hein, vous avez des petites explosions là, qui montrent les affrontements. On peut s'affronter ici et commercer ici. Donc, voilà, c'est vraiment un espace original. Alors, il n'y a pas que des marchandises qui circulent, hein, il y a aussi les idées, les cultures, hein, petit à petit, se mélangent. Et vous avez ici, alors je vous laisserai lire, hein, vous avez ici, voyez, un traité arabe enseigné dans les universités latines. Et ici, on vous raconte comment un latin a appris l'arabe pour pouvoir traduire des œuvres arabes en latin et pouvoir ainsi les diffuser dans les pays latins puisque la différence entre les musulmans et la civilisation chrétienne à ce moment-là, c'est que chez nous, chez les chrétiens, les livres, de toute façon, il y a très peu de gens qui savent lire, hein, et les livres, ils sont aux mains de l'Église. Et dans l'Église, vous le savez, c'est sûr, hein, dans l'Église, on les trouve surtout dans les monastères, hein, puisque un des boulots des moines, hein, c'est en dehors de prier, hein, c'est aussi bah, de recopier des livres. Donc, ça se fait. Et on en reparlera dans le prochain chapitre parce que c'est important. Quand on recopie des livres, bah, on ne les recopie pas forcément toujours très bien. Et puis de toute façon, ces livres, ils sont vraiment. Ils valent très cher. Hein, on met énormément de temps à les recopier. Et puis, ben, ils restent vraiment aux mains des gens d'église parce qu'on part du principe que quand on a le savoir, ben, on a le pouvoir. Donc, il vaut mieux pas que ce savoir soit diffusé à tout le monde. Inversement, chez les musulmans, dès qu'ils ont été au contact des civilisations latines, et bien avant le XIIe siècle, hein, même déjà dans l'Antiquité, ils sont allés chez les Grecs, ils sont allés chez les Romains, ils ont été regarder un peu les bouquins qu'ils écrivaient, ils les ont pris, ils les ont traduits, ils les ont diffusés, ils ont regardé un peu ce qu'il y avait de bien chez eux, et petit à petit, bah, voilà, ils ont fait un mélange, hein, ils ont mélangé un peu des choses qu'ils avaient vues qu'ils trouvaient bien dans le code civil romain, par exemple, ou dans des écrits philosophiques grecs. Ah bah tiens, ça c'est pas mal, on va l'utiliser aussi. Donc il y a eu une plus grande ouverture d'esprit au XIIe siècle chez les musulmans que chez les latins. Donc
voilà, vous avez ici l'exemple d'une volonté petit à petit, parce que les latins vont se rendre compte qu'ils sont un peu en retard, du coup, on va dire sur un plan culturel, et vous avez des gens comme ça qui vont de leur d'eux-mêmes hein, apprendre, partir dans les pays musulmans, apprendre l'arabe et traduire les bouquins en latin. Donc, ce qui sous-entend aussi donc une coopération d'intellectuels. Vous voyez, les militaires peuvent s'affronter, mais les intellectuels peuvent coopérer. Donc, grâce à leur conquête et à leur contact avec les Byzantins, les musulmans ont collecté alors des manuscrits. Il y a deux ou trois bugs dans mon texte. Donc des manuscrits, ça suffira, il n'y a pas besoin de 2D, antiques qui sont traduits et entreposés dans des bibliothèques. Ils ont permis aux savants musulmans de faire progresser les connaissances en mathématiques, en médecine, en astronomie, même en géographie. La chrétienté latine, elle, est alors en retard sur le monde musulman, puisque les manuscrits ne se trouvent que dans les monastères. Je vous invite, par rapport à ce que je viens de vous expliquer, je vous invite, si vous voulez, si vous peut-être vous l'avez déjà vu, alors c'est un roman au départ d'Umberto Eco qui s'appelle Le nom de la rose, un roman formidable et qui a été mis en film euh, avec notamment comme héros, comme acteur dans le film Sean Connery. Alors Sean Connery, ça vous dit pas grand-chose, mais il est mort là, il n'y a pas très longtemps, il est mort il y a quelques semaines, et c'est un de ceux qui incarnait les James Bond. Ben là, il incarne un moine, et c'est une histoire policière, véritablement. Il y a des meurtres bizarres, il y a des morts bizarres dans un monastère, et le pape envoie donc un moine qui va enquêter sur ces morts mystérieuses qui se multiplient dans un monastère où on recopie des livres. Donc, une véritable enquête, hein, on croirait presque un roman d'Agatha Christie, et avec donc pas mal de rebondissements. Donc là, forcément, on est au Moyen Âge, au XIIe siècle, il n'y a pas de poursuite de voitures ni de vaisseaux spatiaux, mais il y a de l'attention quand même. Donc si ça vous dit, Le nom de la rose, c'est un très bon roman et c'est un très bon film aussi. Qu'est-ce que je voulais dire encore là-dessus? Oui, alors dès le XIIe siècle, les Latins prennent conscience de l'étendue du savoir des musulmans, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, hein, quand ils pénètrent sur leur territoire. Donc, des textes grecs ou arabes sont alors traduits en latin, comme le Coran par exemple, hein, ce qui permet de mieux comprendre l'islam. Malheureusement, si les intellectuels veulent comprendre l'islam, les seigneurs, hein, et qui veulent eux la guerre, ceux qui veulent régulièrement se battre, hein, trouvent intéressant effectivement qu'on traduise l'islam parce que ça leur permet de mieux comprendre la religion musulmane pour mieux la critiquer et éventuellement effectivement mieux la combattre en disant voilà ces textes sont des infamies, le seul texte valable c'est la Bible, donc il faut combattre l'islam. Et donc, pour terminer, hein, parce qu'on va finir là-dessus, on a des lieux finalement qui vont être des lieux de rencontre, des points communs hein, entre ces différentes civilisations et où ça va relativement bien se passer. Parce qu'il ne faut pas non plus trop simplifier les choses, de dire à certains endroits on se bat et à d'autres endroits on trinque ensemble. Non, alors ça peut, hein, mais ça doit quand même être assez rare. Mais il y a des endroits, tout au moins, où on essaye de cohabiter hein, et on apprend des autres. Ça ne veut pas dire qu'on vit vraiment en fusion, mais en tout cas, voilà, on peut. Certains ont pris le parti de dire on peut cohabiter et on peut œuvrer ensemble. Alors, vous voyez, vous avez ce que je viens de vous expliquer. Alors ça, on est dans un exemple véritablement exceptionnel. Alors ça va se trouver à différents endroits, mais ça va être assez rare. On va plutôt se trouver dans des endroits un peu plus comme ça, c'est-à-dire comme vous voyez comme Palerme au XIIe siècle. Donc c'est en Sicile. La Sicile, c'est un royaume. Donc c'est une île hein, en plein cœur de la Méditerranée. On va essayer de retrouver la carte. Voilà. Hein. Donc ici, bah, la Sicile, elle est là. Hein. Et donc,
non, la Sicile est là, je dis n'importe quoi, moi, c'est la Sardaigne ici. La Sicile est là, hein, donc Palerme, vous voyez, est là, sa capitale. Et là, on est vraiment, vous voyez, au cœur de la Méditerranée, hein. On est vraiment là à l'intersection de tout. Et donc, bah, vous avez à la fois des chrétiens, vous avez à la fois des orthodoxes, vous avez à la fois des musulmans qui vivent sur cette même île. Sachant que l'île est dirigée par des chrétiens catholiques, hein. Donc ce sont des rois normands, hein, qui se sont installés là et qui contrôlent le territoire, mais vous avez des musulmans, des orthodoxes qui y vivent. Alors ils y vivent comment? Ah, vous voyez, alors vous regarderez un peu plus en zoomant, hein, chacun a ses quartiers, hein. Dans cette ville, on a ce qu'on appellerait peut-être maintenant, vous connaissez peut-être le mot, notamment euh, une ville comme New York, par exemple, vous avez le quartier italien, vous avez le quartier polonais, vous avez le quartier français, hein, les gens qui traversaient l'océan, qui arrivaient, qui n'avaient rien, bah, aller se balader dans les rues de New York et puis tomber sur un quartier. Quand vous étiez italien, vous tombiez dans le quartier italien, vous rencontriez des gens qui venaient de votre pays, qui parlaient votre langue, bah, vous étiez plutôt incité à venir vous installer là, hein. Donc, petit à petit, il y a des micro-villes, hein, qui se sont développées à New York, hein, avec des gens qui venaient d'Europe et qui se sont installés ensemble, voilà, pour que ça soit un peu moins rude, le changement de vie, hein, et notamment de continent. Et puis on a trouvé à peu près la même chose aussi avec la population noire, hein, qu'on a là. Par contre, c'est pas un choix, hein, on les a un peu refoulés et on parle généralement de ghetto, hein. Ces ghettos de quartiers avec une population de couleur plutôt pauvre. C'est en train de changer un peu maintenant, mais c'est quand même quelque chose qu'on retrouve. Donc quand on parle de Harlem à New York ou on parle du Bronx, voilà, ce sont ce qu'on appelle aussi des ghettos, hein, avec une population plutôt noire et plutôt pauvre. Bon, ben là, voilà, vous avez aussi des espèces de ghettos, hein, donc il y a des quartiers juifs, il y a des quartiers orthodoxes, il y a des quartiers musulmans, il y a des quartiers catholiques. Et voilà, donc on vit, hein, derrière des remparts, tous ensemble, mais on a chacun ses quartiers. Mais vous voyez ici, alors on parle, vous voyez, de syncrétisme. Alors syncrétisme, c'est un mot technique, mais c'est voilà, c'est le top du top, c'est-à-dire vraiment c'est un mélange. Là, le syncrétisme, c'est-à-dire qu'on a pris des ingrédients de toutes les civilisations, qu'on a bien secoué et ça donne quelque chose de complètement nouveau. Vous avez ici, hop, hop, cette basilique, hein, cette chapelle dans, dans c'est un palais, c'est le palais, le palais des rois de Sicile, qui, vous voyez, voulant montrer qu'ils étaient le roi de toute la population qui vivait sur leur île, quelle que soit leur origine, bah, ont mélangé justement des éléments de toutes ces origines, hein, on le voit de plus près ici, avec, vous voyez, l'influence catholique, hein, ce qu'on peut voir dans n'importe quelle église, hein, avec notamment des saints ou des apôtres. Donc on aime bien chez les catholiques représenter, hein, des personnages, hein, c'est une véritable bande dessinée, hein, généralement dans les cathédrales ou les églises. Les musulmans, eux, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune représentation animale ou, animale ou humaine, c'est complètement interdit. Donc eux, généralement, font ce qu'on appelle des mosaïques, hein, avec des motifs plutôt géométriques ou bien des fleurs. Enfin. Et puis, donc ça, on a clairement l'influence musulmane. Et puis les Byzantins, qui eux représentent les personnages en forme, on va dire, c'est plutôt des icônes, et qui sont généralement représentés sur des dessins un peu naïfs, mais dorés à leur fin. C'était une civilisation qui était très riche, et donc vous retrouvez, hein, ces dorures, hein, à leur fin qu'on ne trouve pas, nous, dans les églises ou les cathédrales catholiques, c'est surtout de la pierre, hein, et puis on peint dessus. Là, vous avez vraiment de la dorure, hein, à la fin. Donc on a vraiment, et ici, là, on est vraiment dans quelque chose de catholique. Ici, on voit des vitraux, hein. Mais vous avez aussi l'influence de la culture musulmane, comme vous avez l'influence de la culture byzantine. Alors après, on aime ou on n'aime pas, hein, ça fait beaucoup de choses d'un seul coup, les uns sur les autres, mais ça montre une volonté
voilà, d'associer les différentes cultures. Alors, voilà, dans les villes comme Palerme, hein, capitale du royaume de Sicile, plusieurs communautés coexistent. On y trouve des Normands, des Juifs, des orthodoxes, mais chaque communauté vit dans son quartier, autour de son lieu de culte. Le pouvoir politique et religieux fait en sorte que les communautés ne se mélangent pas. Les mariages mixtes, par exemple, sont interdits. Vous voyez, on ne mélange pas ce qu'on appelle, vous connaissez peut-être l'expression, les torchons et les serviettes. Cela n'empêche pas, quand même, hein, ce qu'on vient de voir là, avec la chapelle, hein, des influences culturelles réciproques que l'on appelle syncrétisme. Donc là, c'est vraiment quand on mélange tout, hein. Dans le domaine architectural, la chapelle du palais de Palerme en est un bel exemple, hein, édifiée en 1130, je ne vais pas vous demander la date, hein, ne vous inquiétez pas. Elle présente un plan en croix latine, alors ça je vous réexpliquerai, avec des mosaïques dorées de style byzantin et des éléments décoratifs sous forme d'étoiles typiques de l'architecture musulmane. Voilà, donc ça, voilà, on l'a vu. Alors, en conclusion, on peut dire que on a ici trois civilisations monothéistes qui se sont installées sur les rives de la Méditerranée médiévale, la chrétienté latine au nord-ouest, l'Empire byzantin au nord-est et le monde musulman au sud. Ces civilisations entretiennent des rapports nombreux et variés. Elles entrent parfois en conflit pour des motifs religieux et territoriaux, et elles échangent des produits commerciaux et des savoirs. Ces échanges, si paradoxaux soient-ils, paradoxe, hein, c'est-à-dire que ça peut être étonnant, quand on est un paradoxe, c'est quelque chose qui apparaît pas logique, c'est-à-dire comment on peut se battre d'un côté et après on peut faire du business d'un autre côté. Alors ces échanges, même s'ils peuvent apparaître paradoxaux, s'expliquent par la proximité géographique et religieuse, hein, qui favorise les échanges, mais exacerbe aussi les tensions. Je rappelle qu'on est ici dans trois religions monothéistes, hein. On a vu qu'il n'y avait pas forcément énormément de différences entre les trois. Donc du coup, forcément, c'est tellement proche que on essaye de montrer qu'on a raison et que les autres ont tort. Donc on a une proximité géographique et religieuse entre ces civilisations, mais aussi une volonté, hein, de puissance militaire et de commerciale qui les pousse des fois à s'associer, des fois à s'affronter, parce qu'à terme, qu'est-ce qu'on veut être? On veut être le plus grand et le plus fort, hein. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire. Pour terminer, on peut faire un petit schéma récapitulatif que vous devez avoir en fin de cours. Donc là, je vais aller assez vite, vous pourrez mettre pause à la fin et le compléter. Donc, hein, le point de départ, c'est que la Méditerranée, c'est le carrefour de trois civilisations. D'un côté, on a un empire byzantin qui est riche, mais qui a des frontières menacées. De l'autre côté, on a un Occident chrétien en plein essor où le pape entend vraiment développer son autorité. Et puis, on a un monde musulman qui est une civilisation vraiment brillante, mais qui est très divisée politiquement et religieusement. Vous avez vu, hein, les sunnites, les chiites, par exemple. Alors, ces trois civilisations, elles peuvent se déchirer ou s'affronter, notamment se déchirer entre elles, hein, entre les chrétiens et les Byzantins, puisqu'on a le schisme, hein, en 1054 qui casse véritablement cet empire, cet ancien empire romain, qui était ensuite un empire chrétien et qui devient donc avec une zone orthodoxe et une zone catholique, et puis voilà, qui peuvent s'affronter aussi, hein, entre notamment donc les chrétiens et les musulmans, avec donc les croisades organisées par les chrétiens, la djihad organisée par les musulmans. Ce qui se traduit en Méditerranée par une expansion de l'Occident chrétien, puisque grosso modo c'est quand même eux qui gagnent le plus de territoire. Et cette expansion, elle s'accompagne à la fois d'un essor commercial et militaire des cités maritimes italiennes, comme bien évidemment surtout Venise, de nouvelles zones de cohabitation entre communautés juives, musulmanes et chrétiennes. Et donc voilà, ce qui nous donne, qui nous confirme bien cette expansion de l'Occident chrétien. Donc, à l'arrivée, on peut considérer vainqueur l'Occident chrétien, même si, on verra, tout n'est pas encore fait, il va encore se passer des choses un peu plus tard. Voilà, eh bien, écoutez, je vous laisse sur ce tableau. Je vous écris bientôt pour fixer un petit rendez-vous pour qu'on fasse le point oralement là-dessus, pour me dire si vous avez des questions à poser ou des choses qui n'ont pas été claires. Voilà, eh bien, écoutez, encore une fois, très belle année, et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures.